Merci beaucoup, c'était chouette. Je pense qu'on va avoir peut-être des questions. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais on rappelle sur le chat, les personnes en ligne peuvent poser des questions. Il y a pas mal de monde. Je relais d'ailleurs une remarque. Le docteur Patrick Perrin qui disait qu'il y a une convention entre les EHPAD du KSVP et absolument le GHT Psychiatrie Paris, qui a été signé afin d'admettre en EHPAD les résidents psy de plus de 60 ans en échange de formation du personnel et d'accompagnement en EHPAD des résidents via un passage du CMP une fois par semaine dans les EHPAD. Ça permet une bonne intégration avec un taux d'hospitalisation assez faible. Et un article, effectivement j'ai vu, il a été accepté et va être publié dans l'International Journal of Geriatric Psychiatry. Et l'auteur principal, je pense, c'est Thomas Stojanov. D'accord. Donc à suivre. Ça, j'étais à plusieurs réunions pour la convention. Pour la convention. Ça, c'est remarquable parce que c'est quasiment l'ensemble des secteurs parisiens qui sont engagés pour les EHPAD, pour le travail, visite à domicile, intervention à domicile, EHPAD et résidence autonomie. Pratiquement tous les secteurs ont signé. Il y a une charte d'engagement. Et vraiment, ça, c'est épatant. Enfin, il faudrait généraliser ça. Bah ouais, tout à fait. Faudrait... Je ne sais pas trop où ils en sont avec l'équipe de liaison, parce que donc, à une époque, il y avait Jacques Goyard. Maintenant, il y a des psychos, ça je sais, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de psychiatres. Alors, il y a Jacques Goyard a quitté, effectivement, a quitté cette structure. Et puis, il y avait Madame Soudani aussi, qui était à l'origine, qui est partie dans un RS. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est maintenu, c'est la convention. Et puis, il y a le travail aussi à la Fondation Rothschild. Il y avait. Qui était un petit peu sur ce mode-là aussi, d'un conventionnement entre... Non, alors, c'était pas un conventionnement avec le secteur, il y avait des psychiatres. Je parle sous le contrôle des collègues. Il y avait une convention avec il y avait une convention entre l'EHPAD et sur le secteur du 12e, entre le pôle du 12e, enfin le pôle de psychiatrie du 12e et l'EHPAD avec du coup moi qui me détachais une demi-journée par semaine. Ouais. Il y a moi, je travaillais dans plusieurs EHPAD. Il y avait à partir du moment où je travaillais au titre du secteur, il y avait une convention. Enfin, l'ARS sollicitait beaucoup les établissements pour signer des conventions d'intervention. Et c'est toujours sur le modèle du donnant-donnant, c'est-à-dire on accepte le placement entre guillemets de patients psychotiques dans les EHPAD, mais vous assurez le suivi de ces patients et puis on fait de la prévention. Et ça, c'est dans le texte sur le secteur, pas tellement 60, mais la circulaire de 72 sur les déments. Et en fait, c'est pas seulement les déments, c'est démentionné, c'est intitulé démentionné. Et en fait, c'est surtout les patients psychiatriques vieillis et la formation auprès des médecins d'hospice, enfin encore quand depuis, on devait dire maison de retraite, je crois que c'est passé en 57, maison de retraite, l'intitulé des maisons de retraite. On a déjà oublié la dernière intervention. On en a parlé la dernière fois. Ouais. Donc vraiment, c'est vous, et puis incitatif, enfin, c'est vraiment... Mais il y a des secteurs effectivement très très frileux. Hein. Il y a et puis à un moment, les maisons de retraite étaient considérées comme hors secteur. Non, une espèce de non-lieu. Ouais. Comment ça maintenant? Par exemple, non, maintenant c'est autorisé. Hein. Ça a été clair. Comme même les centres d'hébergement d'urgence aussi sont considérés faisant partie du secteur. Oui. Donc, voilà. C'est le 12e. C'est le 12e, voilà. Parce qu'il y a eu tout un travail préalable à la signature des conventions entre les KSVP et les secteurs. Il y avait d'un côté les secteurs qui avaient beaucoup d'EHPAD. Ils disaient, mais non, on aimerait avoir plus de temps dans la psychiatrie pour pouvoir assumer. Et les secteurs qui n'avaient pas d'EHPAD, et puis ils disaient, oui, mais nous, on a moins de liens, on ne peut pas avoir de place en EHPAD. Enfin, il y avait tout un... comme ça, voilà. Je pense que la problématique, elle a été quand même un temps de méconnaissance, ou en tout cas de peu de volonté des psychiatres de s'intéresser au vieillissement des patients, d'une part. Maintenant, j'ai l'impression un peu moins.
Mais c'est plutôt un manque de moyens, hein, un manque de temps psychiatrique qui fait que là, ça paraît compliqué au vu de l'état des secteurs psychiatriques, c'est vrai, de se détacher pour aller en plus dans les institutions. C'est déjà compliqué d'absorber les demandes de soins dans les CMP et à l'hôpital. Voilà. Après, il y a des choses qui fonctionnent déjà, qui sont mises en place avant et qui tiennent. Mais en même temps, c'est difficile. Avant, moi, j'avais une consultation dans un centre médico-social où je recevais une consultation polyvalente pour les personnes âgées. Je recevais beaucoup de résidents d'EHPAD, puis je me suis rendu compte qu'alors ils venaient en brancard parce que c'était des psychiatriques, on les transportait en brancard, parce que c'est uniquement. J'ai dit pourquoi en brancard? Non, les gens étaient meublés, c'était psychiatrique. En fauteuil roulant, ils attendaient, enfin c'était. J'ai dit bon, ça va. Donc je travaillais, mais dans l'Aisne, je ne sais pas pourquoi le département de l'Aisne, il y a une cinquantaine d'EHPAD. Donc je travaillais avec quelques-unes. Ceux qui travaillaient, ils travaillent beaucoup avec Paris, effectivement, pour des raisons aussi de budget, parce que c'est moins cher. Et donc, je me suis déplacé, pas dans toutes les EHPAD, mais dans 5-6 EHPAD qui travaillaient le plus avec nous, avec le secteur. Et c'est une autre richesse, parce que vous rencontrez des équipes. Alors, c'est chronophage, toute la psychiatrie de liaison, vous passez autant de temps à voir le résident, mais à voir avec l'équipe, parce que souvent, les petits mots de liaison sont indigents, il est agité, je ne sais pas quoi. Alors que là, vous voyez un petit peu, la réponse n'est pas la même. Enfin, c'est une richesse. Et puis, c'est formateur, c'est-à-dire au cas par cas, vous participez à la formation, vous rencontrez les psychologues. Puis, ça, par rapport à ce qu'on disait là, moi, c'est une question. C'est une question qui est à la fois fermée et ouverte, et je pense qu'on n'y répondra pas, mais je pense que c'est quelque chose, ce serait intéressant qu'on fasse un acte de travail. Parce que des initiatives, et je vais vraiment utiliser le terme initiative, des initiatives comme ça, il y en a eu quelques-unes, on en parlait. Moi, je me souviens, j'ai fait partie du réseau Sudivine de psychiatrie du Sud-Est. Il y avait la consultation de référence à la Verrière, et ça a fonctionné pareil. On s'est rendu compte de comment arrivaient les patients, et finalement, on est allé dans les EHPAD en fait, pour les rencontrer. Et ça se passait très bien. Et on rencontrait les équipes, et on discutait, mais c'était aussi un peu à la bonne volonté de chacun. C'est-à-dire qu'il a fallu faire des réunions le soir avec l'équipe de l'EHPAD pour s'en parler. Et c'est cette notion de bonne volonté ou d'initiative qui laisse entendre un truc qui est, à un moment donné, en psychiatrie du sujet âgé, quelque chose va se mettre en place sur un territoire qui va être super efficace. Tout le monde en est content. On sait que ça marche. Si l'instigateur du projet s'en va, c'est personne dépendant, c'est complètement personne dépendante. Bah oui. Et moi, j'avoue, ça fait donc 20 ans que je bosse dans le domaine, et je pensais que, voilà, il y a 20 ans, on pouvait encore dire que c'était un peu pionnier, ça n'était pas vraiment, on pouvait encore se dire, bon, c'est pour ça, ça prend pas encore. 20 ans plus tard, on est exactement au même point de ce point de vue, c'est-à-dire que si le porteur du projet n'est plus là, le truc périclite tranquillement. Quoi. Et puis bon, c'est les secteurs, la déconstruction, ce que j'appelle la déconstruction, enfin c'est pas le seul. L'augmentation des consultations, les postes qui sont vacants, enfin fait que effectivement, si on hiérarchise c'est pas ceux-là qu'on va hiérarchiser, qu'on va prioriser, c'est ces vieux patients. Et puis même, moi je vois des refus d'hospitalisation, où, de toute façon, c'est quelqu'un d'âgé, il est dans une institution fermée. J'ai vu un patient, un résident, il était franchement maniaque, délirant, la Renaissance, il volé une voiture, il accepte finalement d'être envoyé à l'hôpital et il est vu par un médecin qui lui dit « vous n'avez rien à faire ici, vous retournez ce soir même dans votre EHPAD ». Joint l'infirmière qui dit « mais moi, la nuit, j'ai pas d'infirmière, j'ai une aide-soignante, il n'y a pas de garantie de… » Bon, demain matin, et puis bon, il se trouve que ma consultation, c'était 2 jours après, je l'ai vu, qu'il a accepté de me voir et de prendre un traitement normalisateur de l'humeur, enfin bon… C'est paniquant pour les équipes. Un patient va mal, écrit sur les murs et tout ça, et hospitalisé, on ne le garde pas. Vous voyez un peu ce que ça représente. Ils sont quand même très, très insécurisés. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je suis parti, je n'ai pas été remplacé, par exemple. Pas été remplacé parce que tout ça, ça veut dire que c'était quand même
j'allais à 60 km de banlieue. C'est parce que j'habitais sur place, mais j'ai des collègues qui venaient de l'Aisne, qui venaient de Paris. Évidemment, c'est déjà pas mal qu'ils viennent à l'entrée, mais quand on leur dit qu'il faudra faire des consultations à 60 km, hier soir, auprès de la frontière belge, je comprends qu'ils n'aient pas très envie. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la formation après auprès des médecins traitants, enfin bon, auprès des médecins coordonnateurs. Enfin bon, tout ça, c'est un lien, mais effectivement. Il faut recommencer sans cesse. Oui, c'est vite détricoté. Ce qu'on a mis où on s'est battu, parce que, à construire aussi même les secteurs, les postes, les mi-temps de psychologues et puis des vacations, qu'on arrive à faire un temps plein, l'assistante sociale, enfin tous les temps de vacataires qu'on transforme en poste, ça a été détricoté par les pôles, et puis bon, un mi-temps par-ci, par-là. On voit comment c'était détricoté, tout ce qu'on a mis. Aussi, défendre ce qu'on peut penser être une niche. De fait, c'en est pas une, hein. C'est-à-dire que c'est, moi je pense, ce type de travail, c'est un rouage essentiel pour qu'un secteur fonctionne. Mais effectivement, quand le secteur est au bord de l'asphyxie, c'est assez difficile de tenir ces espaces-là. J'ai l'impression que dans les EHPAD, en tout cas les difficultés d'accueil des patients qui sont issus de la psychiatrie se sont majorées, enfin, aggravées là, après le Covid, à mon sens, de ce que j'ai pu voir. Déjà, il y a eu le Covid, les institutions sont fermées, ça a été compliqué parce que c'était des patients qui pouvaient quand même, qui étaient plus mobiles, donc pouvaient sortir, voilà, avec un secteur psychiatrique là, qui n'était pas du tout présent dans les EHPAD à ce moment-là, encore moins. Et puis après, les EHPAD sont quand même, de mon expérience, un peu vidés, avec une logique quand même rentable où il faut remplir les EHPAD. Donc là, avant, on avait du mal à trouver des places pour les patients issus de la psychiatrie. Là, les EHPAD se disent, voilà, bah oui, mais maintenant, au moins, voilà, on va les accueillir parce qu'on va remplir un peu. Mais sans moyens mis en œuvre pour bien les accueillir, voilà, sans la possibilité, sans plus de présence psychiatrique et un écart encore plus grand entre les résidents. Puisque je trouve que maintenant dans les EHPAD, il y a donc des plus jeunes qui ont perdu l'autonomie de par de maladies, beaucoup psychiatriques, et les autres vraiment plus âgés, avec des problématiques neurodégénératives vraiment plus importantes, parce que sinon ils sont maintenus à domicile, donc avec des liens qui sont encore plus complexes entre eux. Voilà, donc je trouve que ça c'est le travail des aides-soignants et des infirmiers, c'est vraiment alourdi. En plus, ils ont fermé, je crois que c'était en 2017, 41 000 lits de long séjour. Il y avait 72 000 lits, ils ont fermé 41 000 lits. Il y a le long séjour, voilà. Donc, en fait, c'est des résidents plus lourds. Voilà. Donc, ils sont en EHPAD, ceux-là. Il y a l'hospitalisation à domicile en EHPAD, il y a les soins palliatifs qu'on assure, ce qui est bien de maintenir les fins de vie avec une équipe qui s'occupait et pas de se retrouver à l'hôpital de façon anonyme, là, que les gens se déplacent avec l'équipe. C'est très bien. Et ça alourdit les prises en charge. Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce que il n'a pas tort, Castanet, quand il écrit qu'on n'a que les psychotiques pour remplir. C'est vrai que moi, j'ai ce patient maniaco-dépressif très lourd. Il était accueilli un été, à un moment où il y avait des places vacantes et le directeur a dit au médecin coordonnateur, bon allez, il faut remplir. Sauf qu'après, pour les équipes, c'est des années. Ils ont essayé de transférer ailleurs, on ne peut pas. Pourquoi vous voulez transférer le patient? Parce qu'il en parallèle, il y a des fermetures de lits dans les services de psychiatrie par manque de personnel. Hein. Donc du coup, on peut encore moins après les hospitaliser. Donc c'est...
Alors, les regrouper, moi, bon, Ça, c'est des questions ouais, qu'on peut se poser. les UPHV, moi, j'ai plutôt des bonnes expériences, sauf, il faudrait que je recense un peu les 4-5 qu'il y a eu créés dans l'Aisne, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus de psychiatre, par exemple. Alors, pour regrouper des patients, et puis, il n'y a pas de psychiatre, il y en a au début, et puis, alors, c'est problématique. Hein. C'est quand même la garantie, c'est des questions qu'on a pu se poser. Est-ce qu'il faut des unités un peu dédiées pour que les résidents se retrouvent un petit peu? Oui, mais c'est pas mal. C'était pas mal. Il y en a une. Il faut au contraire mélanger, parce que c'est vrai que moi, ça me parle, hein, ce que vous avez dit. J'ai entendu dire, hein, les résidents qui disent maintenant, c'est moi, je suis là, je suis une personne âgée comme les autres, hein, je suis malade. Il y en a, c'est très bien, parce que ça dépend d'où ils viennent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, bon, il y a des unités de long séjour en psychiatrie, désertées par les psychologues parce qu'ils ont aussi multitâches, désertées par les psychiatres qui n'interviennent qu'en cas d'urgence, et donc ils sont livrés eux-mêmes. Enfin, Et donc là, dans les EHPAD, s'ils sont bienveillants, une écoute, un suivi régulier, de retrouver des entretiens avec la psychologue, de voir un médecin, un psychiatre de temps en temps, et puis qu'on s'occupe d'eux, enfin qu'ils soient à nouveau, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui renaît un petit peu d'une amélioration des activités extérieures, aller au marché, faire des choses. Il y a des conventions moi j'ai vu avec des piscines, avec des structures extérieures, la maison de la culture, enfin, il y a des choses très chouettes qui peuvent se passer. Mais des fois c'est triste, parce que quand je parle de qualité de vie, moi j'ai vu, encore je suis allé dans un EHPAD, le patient psychotique, il est là dans sa chambre, avec la télé qui marche en continu, il ne sort pas de sa chambre. C'est terrible, alors qu'il était, lui, en maison thérapeutique. Il a la nostalgie de la maison thérapeutique, ils étaient 4-5. Il était autonome un petit peu pour faire la vaisselle, participer aux tâches ménagères. Et puis, il y avait une convivialité. Il se retrouve là, dans sa chambre en EHPAD. C'est terrible. Alors, ce que j'avais négocié, c'est qu'au moins une fois par mois, il invite une journée à manger avec ses anciens collègues, qui participent. Il faut solliciter les équipes. Hein. Bon, j'avais obtenu ça, mais apparemment, là, il ne sort plus. Bon. Pareil, bon. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, je dis que ça évoque aussi cette question. Il y a eu comme ça des unités médico-sociales dans certains hôpitaux psychiatriques, en fait, certains EPS, avec l'idée de travailler des projets de sortie, etc. Mais c'était vraiment un endroit où on mettait les chroniques. Voilà. Et notamment les chroniques vieillissantes, parce qu'il y avait ça. Et moi, je me souviens, voilà, c'était une expérience assez particulière. Et tu te dis, voilà, est-ce que c'est à la psychiatrie de porter ce moment-là, ou est-ce qu'effectivement tu vas du côté plutôt du médico-social, et parce que les EHPAD sont censément des lieux de vie, tu vois. Et donc il y a cette question finalement de qui va porter. Parce que c'est pas exactement la même chose, une unité d'un hôpital psychiatrique pour des gens qui finalement y vivent, et où on accepte une bonne fois pour toutes qu'ils sont là et qu'en fait c'est leur lieu de vie, quitte à ce qu'on leur en cherche un autre. Mais l'idée c'était, bon, bah, c'est là que vous vivez, donc très bien. Mais il y avait une unité pour y vivre. Dans les autres unités, on se soignait. Moi j'adorais ce vocabulaire, comment on tournait autour de ces idées. Mais c'était intéressant en fait, au sein même de l'hôpital qui pensait. Et puis de l'autre côté, effectivement, sur les EHPAD, il y a plutôt des expérimentations de petites unités de vie ou du PHD, etc. Mais même chose, c'est avec du personnel qui n'a pas forcément au départ choisi d'aller du côté du soin psy. Bah oui, c'est ça le problème. Donc il y a ce truc-là, en fait. Mais je dirais chaque côté a ses avantages et ses inconvénients. Dans le 13e, ils ont fait un foyer thérapeutique. Enfin, ils ont fait un foyer thérapeutique au sein de l'hôpital pour justement regrouper ces patients insortables, entre guillemets, hein, parce que c'est une thèse d'un des médecins du 13e. Et alors, certains restaient, parce que vraiment, ils avaient des pathologies, et puis d'autres sortaient. Enfin, il y avait une préparation à la sortie. J'avais vu aussi en Belgique, il faudra que je retrouve la ville de Belgique, on avait visité un hôpital où il y avait des pavillons qui étaient fermés. Ils avaient aménagé en espèce d'appartement thérapeutique, enfin médico-social, des patients qui étaient à la fois, c'était complètement ouvert, ils étaient tous en HL, complètement ouverts, mais ils vivaient encore un peu dans l'hôpital et avec une grande autonomie, ils se débrouillaient. Et c'était une formule intermédiaire, un petit peu… Un entre-deux. Un entre-deux, absolument, qui convenait
a pas mal de patients qui… C'est tout le problème. Est-ce qu'il faut maintenir ce principe sectoriel, qu'il n'y a pas de différence entre les aigus et les patients chroniques, ou bien est-ce qu'on accepte de faire un EHPAD dans le Puy-au-Velay? Moi, on ira voir. Enfin, j'ai eu des contacts avec eux. Bon, c'est pas seulement du Puy-en-Velay, je crois qu'ils accueillent des résidents, ils ont prévu d'accueillir des résidents. Alors c'est quand même bien parce que il y a quand même une présence psychiatrique. En cas d'urgence, il y a quand même, c'est ça le problème, il y a quand même un peu des patients qui peuvent décompenser des fois. Donc, c'est pas si mal que ça, mais à condition que ce soit une structure. Le Puy-en-Velay, c'est dans la ville, c'est pas excentré, c'est pas trop excentré, parce que faire une structure. Mais le problème aussi des EHPAD, c'est que maintenant c'est excentré, c'est-à-dire qu'il y a des EHPAD qui étaient en plein milieu de villes, mais pour rénover, ils préfèrent faire du neuf à 25 km plutôt que rénover des choses anciennes. Et ah oui, c'est ouvert sur la ville, oui. Ça n'a pas de sens. Ah oui, non, vraiment, ça c'est… Ouais. Oui. Et même s'il faut prendre le bus pour faire quoi que ce soit, ça ne marche pas non plus. Oui. Non, ça c'est pas une bonne évolution des EHPAD, c'est de faire des petites structures en ville, enfin dans la cité, et pas les externaliser comme ils font maintenant. Moi, ça m'évoquait aussi, parce que je reprenais la question que j'ai formulée tout à l'heure, qui n'était pas une question finalement, mais c'était à quel point ça peut être différent quand on s'est pris du côté du médico-social et de l'EHPAD, on va dire, en tant que lieu qui va accueillir des psychotiques, ou quand l'hôpital se pose la question de quoi faire de ceux qui restent. Et c'est vrai que moi, je ne retrouve pas l'auteur, mais Chantal avait fait passer sur WhatsApp un texte d'un type qui expliquait que la différence fondamentale venait de la capacité d'accueil des angoisses archaïques pour les équipes de psychiatrie. Et je trouvais l'idée vraiment pertinente par rapport aussi aux enjeux qui dépassent la psychiatrie du sujet âgé. C'est aussi l'enjeu de ce qu'est le secteur. Voilà, ce truc de, finalement, le savoir-faire particulier qu'on a et qui n'est pas délégable à la ville, c'est ça. C'est la capacité d'accueillir des angoisses archaïques. Moi, j'aime bien qu'on revienne à ce point-là, mais c'est vrai que voilà, l'unité médico-sociale à la Verrière, elle avait cette particularité-là, et en même temps, justement, elle amenait un dialogue autour de ça qui n'était pas si simple. Moi, je me souviens des jeunes professionnels qui ont commencé à bosser donc en psychiatrie, mais dans cette unité-là, qui ne comprenaient pas le travail des autres unités. Voilà, il y avait quand même ce truc. Et donc, on dialogue avec ça. Et voilà, après, on est tous attentifs, on voit des nouvelles manières d'aborder ça avec les moyens qu'on a, parce que finalement, c'est aussi ça l'enjeu. Et en psychiatrie du sujet, je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les équipes sont formées, ils ont une formation sur Alzheimer, c'est pas du tout la même chose. Mais non, c'est ça le problème. Ouais. Et qui est nécessaire aussi, parce que l'idée, justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est obligé d'être polyvalent, quoi. On ne peut pas laisser tomber l'anneau, mais on ne peut pas non plus faire que ça. Ça ne marche pas sinon. Oui, non, alors à chaque fois, c'est se positionner différemment en fonction de… un sujet uniquement polypathologique, il n'y a pas de trouble cognitif, un patient Alzheimer, et puis bon, c'est pareil, il n'y a pas un patient Alzheimer. Et puis les psychotiques, c'est pareil, il y en a qui sont délirants, il y en a qui sont pragmatiques, dissociés. Le rapport à l'institution, quand on est physiquement dépendant aussi, qui change radicalement. Aussi. L'architecture, c'est l'architecture. Et puis, alors, la question quand même il y a deux questions que je n'ai pas abordées, c'est celle des médicaments. Ça, c'est un vrai problème, le fait qu'on augmente toujours les traitements, on ne les baisse jamais. C'est-à-dire, puis les médecins généralistes, moi, je prescrivais jamais directement, c'était je propose, c'était toujours je propose telle chose. Bon, souvent, c'était suivi, mais quelquefois pas. Le médecin généraliste est appelé en urgence, et il augmente le traitement, ou je double le traitement, et c'est jamais baissé. Jamais. Ou il rajoute, parce que moi je me souviens de ça, c'était les ordonnances à rallonge avec trois sortes différentes de normes. Et ils ont tous des normotypies, des choses comme ça. Et finalement, mais ce qu'il faut faire, c'est la désescalade thérapeutique. C'est très difficile à négocier. Il
vous avez des patients, ils sont tellement parkinsoniens, ils souffrent physiquement, tellement ils souffrent dans leur corps, ils ont mal. Et quelquefois, ce que dit Paul Balvet, qui en 59 a écrit, il fallait le faire, parce que c'est à Lyon, alors qu'il y avait un centre de recherche spéciale et neuroleptique, tout ça, c'était Lyon et spécial. C'était le centre, il y avait tout un centre d'innovation des nouveaux médicaments qui a parlé du syndrome de passivité des neuroleptiques et qui disait que ça accompagnait de phases d'agressivité. C'était des phases et puis des phases d'agressivité. Donc, il ne faut pas mélanger ces patients qui se sentent tellement mal et qui sont agressifs et en rajouter. C'est toujours dans ce sens-là. Et moi, j'ai vraiment, il y a pas mal d'observations dans le livre, dont une patiente, c'est pas possible, on ne va pas encore augmenter. Bon, on l'a hospitalisée, ça permet une désescalade pas forcément thérapeutique et qu'il l'a améliorée. En disant, ah ben, elle revient, alors vous la faites revenir avec moins de médicaments. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'elle était mieux. Et puis alors, le problème juridique, ça c'est un problème insoluble, puisqu'il y a eu quand même, c'était avant l'HS, l'ANES qui avait fait une conférence de consensus sur la liberté de circuler dans les institutions médico-sociales, dont on pouvait attendre qu'ils résolvent un peu ce problème-là, et qui ont botté en touche en disant bah, ils n'étaient pas d'accord entre que ce soit le patient qui soit une mesure de limitation liée au patient ou à l'institution, puisque en psychiatrie, c'est une habilitation préfectorale de lieu de rétention. Hein, c'est le préfet qui signe en disant tel lieu est un lieu où on peut interner des personnes. Et donc, ils ont renvoyé à une question éthique. Oui, mais enfin, c'est pas les juristes, ils ne travaillent pas avec des questions éthiques. C'est un certain nombre d'institutions. Moi j'ai envoyé mon livre et j'ai sollicité à plusieurs reprises la précédente contrôleuse Adeline Hazan, qui m'a jamais répondu. Autant le précédent Jean-Marie Delarue avait fait dans un rapport précédent 2-3 pages en disant qu'il fallait absolument que les EHPAD fassent partie des établissements contrôlés par le contrôleur général. Mais j'ai envoyé, et ce d'autant qu'il y a quand même, elle dit, je sais pas, il y a des arguments qu'il ne faut visiter que les établissements où la restriction de liberté est prescrite par un magistrat. Mais il y a quand même des juges des tutelles qui prennent des mesures. Et moi, des fois, je disais, il faut solliciter le juge des tutelles qui fasse une ordonnance fixant le domicile en EHPAD. Il y a la possibilité de dire le retour à domicile n'est pas possible. On demande l'avis du médecin traitant, l'avis du médecin pour la famille. Donc, le retour à domicile n'est pas possible. Le patient ne veut pas aller en EHPAD, mais donc, en fixant l'ordonnance de domicile dans tel lieu, ce qui est une assignation à résidence. Bon. Mais au moins, ça, c'est un contrôle. Et ben, ces formes-là devraient, puisque c'est un magistrat qui impose le lieu de vie, au moins ces mesures-là devraient être contrôlées. Moi, j'ai un patient qui contestait, un résident qui contestait cette mesure-là d'assignation. Là, au moins, juridiquement, son argument n'est pas valable, puisque c'est un magistrat qui a critiqué la résidence. Mais ni les directeurs des EHPAD, ni le gouvernement ne veut se mêler de cette question-là, qui est délicate. Mais quand j'ai visité pas mal d'établissements, quand j'ai créé mon livre, j'ai visité beaucoup d'établissements, j'ai dit des collègues, mais ça ne vous embête pas que vous ayez des psychotiques qui soient dans un établissement fermé, complètement fermé, avec une unité fermée, et que vous ayez des patients là, qui soient pas trop d'accord ou qui n'ont pas eu leur choix. Ah bah oui. Oui, c'est vrai que, mais comme si un psychotique qui était dans un lieu clos, ça ne posait pas de problème, parce que quand on était psychotique, c'était. Enfin, je veux dire que non, ça ne tient pas sur le plan juridique, ça ne tient pas. Et sur le plan éthique, c'est quand même. Bah oui. Mais alors, psychotique ou pas, c'est Oui, non, mais bon, Alzheimer et puis les urgences. Non, mais ce que les collègues vivent mal, c'est le contrôle maintenant. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié
isolement, contention, les mesures récentes sur le contrôle, sur dans les établissements psychiatriques. Par contre, vous êtes aux urgences, vous êtes en EHPAD, vous pouvez être attaché, isolé, contenu, il n'y a aucun contrôle. Enfin, je veux dire, c'est 2 poids 2 mesures, c'est un peu caricatural. D'un côté, c'est très lourd pour les équipes, et de l'autre côté, c'est quand même un peu insuffisant parce qu'on. C'est un gros travail, ça fait du monde après, mais je pense que là, ça fait un peu peur. Et il y avait un résident qui avait fugué à plusieurs reprises. Alors, c'était soit être maintenu en EHPAD dans des conditions un peu éthiquement discutables, soit il errait et il se mettait en danger véritablement. Mais il demandait à être hospitalisé en psychiatrie parce qu'il savait qu'au bout de 10 jours, on le laisserait partir. Puis il prenait le train. S'alcoolisait, il se mettait dans un état très dangereux. Bon. Pour rebondir sur les prescriptions, c'est vrai que, en tout cas, en EHPAD, il y a un gros travail. Nous, on est sollicité beaucoup pour prescrire. Ah oui. Et on ne fait que des prescriptions. Ah oui, bah oui. Mais c'est difficile, en fait. Parce que, très difficile. Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Et c'est vrai que on fait appel à nous et il y a une forme d'insatisfaction de notre réponse en fait qu'on donne. Et je me suis fait cette remarque, parce que c'est vraiment quelques années que je fais j'ai l'autopsie, et là pendant 6 mois j'ai fait toujours, et j'ai réalisé à quel point je prescrivais quasiment plus, en fait, de moins en moins dans la pratique de l'autopsychiatrie. Et plutôt à déprescrire et à vraiment donner de moins en moins. Et moins que plus. Voilà. Mais il faut passer du temps, ouais. Il faut, enfin je veux dire, c'est ça, quand vous avez très peu de temps, c'est la réponse souvent des médecins traitants qui passent. Et... Oui, je leur ai pas la faire parce qu'en plus, ils savent qu'on est très sollicité, donc ils font appel à nous, ils essaient quand même de gérer seul. Et souvent je leur dis, finalement je préfère que vous m'appeliez peut-être avant, plutôt que d'arriver après, et après 4-5 couches de traitements différents, où finalement la situation ne s'améliore pas, il y a trop de en plus. Oui, il y a des situations, il faut faire des coupes à un moment donné. Moi, j'ai fait un travail, bon, ça n'a pas été publié, mais dans un colloque que j'ai organisé à Soissons, on avait repris un certain nombre d'établissements. Vous faites une coupe un jour donné des traitements. C'était affolant, sans parler des traitements retard, neuroleptiques retard qui étaient maintenus chez des patients. Et vous aviez des patients qui prenaient leur traitement, qui avaient des neuroleptiques retard, qui avaient le même neuroleptique par voie orale, Vélota. C'était complètement aberrant. Mais finalement, je pense qu'en tout cas, moi, dans ma pratique, M. Gallagé qui m'a dit à moins prescrire, à déprescrire, ça me rend service aussi même pour les patients les plus jeunes. En fait, je pense que les femmes, on a peut-être trop réflexe et que des situations de crise peuvent se gérer et se gèrent souvent, très souvent par dénouer ce qui se passe. De façon caricaturale, moi quand j'étais à Ville, j'avais été appelé par un nouveau directeur d'une maison de retraite à propos de patients psychotiques qui avaient été envoyés par un établissement plus lointain, mais alors ils avaient envoyé vraiment une vingtaine de patients chroniques. Peut-être avant la sortie, on avait peut-être ajouté un peu encore des médicaments pour qu'il n'y ait pas de problème. Moi, il m'appelait 15 ans, 20 ans après, où les traitements avaient été inchangés. C'était tout le monde dormait. Enfin, et lui, ça lui posait problème. Il dit, écoutez, j'ai l'impression, moi, il avait sollicité le médecin traitant que les traitements sont considérables. Alors, j'ai vu ça au cas par cas. J'avais allégé progressivement. On a le temps, hein, on a le temps. Faut surtout pas tout baisser tout d'un coup. Baisser progressivement le traitement. J'ai dépassé tout ça. Et sur l'ensemble des résidents, il y avait une seule résidente qui avait redéliré. Ça avait réveillé le requin qu'elle avait dans l'abdomen. Mais bon,
Oui. C'est important. Mais ça avait réveillé un peu, ça avait changé un petit peu l'ambiance. Enfin, je veux dire, et bien, enfin, bien, mais on satisfait un peu du côté apathique. Ça ne dérange pas. Je veux dire, un patient qui est dépressif, apathique, on n'est pas sollicité, alors que des fois, on devrait l'être. Alors que dès qu'il commence à s'agiter un tout petit peu, à contester, donc on est appelé tout de suite. C'est vrai que c'est terrible, ça, c'est toujours comme ça. La dépression, des fois on passe à côté, un patient mélancolique qui est complètement figé, en retrait. Donc, nuit étant très rare aussi, les hospitalisations sont de plus en plus courtes, et donc les collègues aussi à l'hôpital vont très rapidement à des fortes doses pour résoudre la crise chronique. Et moi, en tout cas, je vois maintenant de plus en plus voilà, les patients sortent rapidement, pas forcément stabilisés, mais avec des doses très importantes de traitement pour pouvoir, voilà, et donc, voilà, il faut, je pense, ouais, mais tout d'un coup, il ne faut pas hésiter à vraiment baisser après, parce que sinon, et puis, alors, je veux dire, le temps de l'hospitalisation est important. Quand il y a eu une agitation, de la violence, des choses comme ça, il faut donner le temps un petit peu de l'équipe, un peu de... Mais comme le temps ne va pas, tout ça, c'est ça, pour métaboliser, quelquefois, ils disent, on ne reprendra pas, attendez, c'est pas, on va pas garder le patient, c'est fini, il n'y a plus de placement. Mais si on négocie ça 3 semaines en disant, écoutez, on va le voir régulièrement, on va passer, je vous assure, il y a un infirmier, il y a un suivi psy qui va se mettre en place. On arrive à négocier quelque chose au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais si c'est au bout d'une semaine, sauf effectivement, on a assommé complètement le résident, ce qui n'est pas bien. C'est pas bien. mais là, c'est pareil. Oui, c'est ça. On approche de la fin. Laquelle Ah oui. La fin de cette matinée séminaire, c'est même pas la fin du séminaire, c'est la fin de l'année séminaire. D'accord, Donc on va remercier nos collègues qui étaient en ligne aussi. Oui, d'accord. Merci en live. Je vais rappeler, donc je l'ai mis sur le chat, l'adresse mail du séminaire. Je n'ai pas remis le lien, mais il y a la possibilité de s'inscrire à la mailing list pour recevoir les infos. Et nous sommes ouverts aux suggestions. Ah oui, de thèmes, d'intervenants, de questions pour le séminaire de l'année prochaine. Ce sera janvier-juillet 2023. Si tout va bien, toujours au CPS et dans les locaux. Et puis, je rappelle l'existence de la chaîne YouTube du séminaire, puisque maintenant que nous sommes beaucoup plus rodés sur les enregistrements, on fait des belles vidéos, on met en ligne, qui sont regardables. Là, je pense d'ailleurs, je suggère qu'on va la couper en deux, on va faire l'intervention de Georges Jovelet, puis les questions-réponses, et je mettrai en lien les références bibliographiques, bien entendu. Et bien, merci beaucoup. Je vous remercie à tous de votre intérêt. Donc on a des félicitations des personnes qui étaient en ligne.